bonsoir ou bonjour à tous, suivant là où vous êtes, parce qu'il y a aussi les personnes des territoires d'outre-mer et du coup, il y a des décalages horaires. C'est pour ça qu'on fait deux webinaires à chaque fois, un sur le créneau de midi, heure métropolitaine, et un sur le créneau de 17h30. Donc on est ensemble ce soir pour une petite heure pour parler de santé mentale. Alors pour les nouveaux élus, peut-être les nouveaux militants qui nous rejoignent, je me présente, je m'appelle Julie Kelly, je suis référente nationale prévention au département prévention et gestion du risque de la MNT. Et on a l'habitude avec notre élue en charge de ces questions, Laura Ibanez, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. On a l'habitude de vous proposer toute une série de webinaires tout au long de l'année sur des sujets de prévention. Donc, je vais me permettre juste de réintroduire un petit peu la prévention à la MNT avant de laisser la parole à nos deux animatrices du jour qui sont Virginie Femmery et Laurence. J'ai un trou de mémoire sur le nom de Ferme, famille. ferme, J'aurais pas dû me ferme. lancer là-dedans. Laurence Ferme. Euh, voilà, qui nous viennent de Vive Optime, voilà, mais qui se présenteront juste après. Juste avant de commencer, pour plus de confort pour tout le monde, je vous propose à tous, donc à part pour nos intervenants bien entendu, de couper vos micros pour que le son passe bien et qu'il n'y ait pas d'interférence. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. On va bien suivre les questions et pouvoir y répondre au fur et à mesure du webinaire. Et puis s'il y a besoin aussi d'échanger, on le fera peut-être plutôt vers la fin, mais n'hésitez pas aussi à lever la main pour qu'on puisse vous laisser la parole. Alors, deux mots d'introduction sur la prévention à la MNT. À la MNT, on traite la prévention selon trois axes opérationnels qui nous permettent d'accompagner non seulement les employeurs territoriaux, mais aussi les agents au sens large et enfin les adhérents de la MNT. On les accompagne sur le champ de la santé au travail. La santé au travail, l'objectif, c'est d'agir sur le management, l'organisation et l'environnement de travail. On agit aussi également sur la promotion de la santé avec l'objectif d'intervenir sur, en tout cas de sensibiliser sur les déterminants individuels de la santé. Et puis on a un troisième volet que je taillerai moins aujourd'hui, mais qui est l'accompagnement de nos adhérents avec l'objectif d'aller vers nos adhérents qui sont en situation de fragilité parce que en maladie, en arrêt de travail ou alors à l'écart des systèmes de soins ou de prévention. Donc, je voulais juste, pour commencer, en fait, vous détailler très rapidement les deux premiers axes pour que, en tous les cas, les militants, vous puissiez bien voir, vous, dans quel périmètre vous allez pouvoir intervenir demain. Donc, la santé au travail, ce sont des actions qui sont portées par les collaborateurs MNT au niveau du département prévention et puis surtout par nos partenaires experts. C'est des actions qui sont à destination des employeurs, des décideurs, de l'encadrement et ça peut même aller jusqu'à des actions à destination des agents et qui se mettent à chaque fois en place en milieu professionnel, donc au sein des collectivités. L'objectif, c'est de faire de l'organisation et des conditions de travail des ressources de protection de la santé et de l'efficacité au travail. Et pour ça, on a des actions pour monter en compétence les acteurs dans les politiques de prévention des risques professionnels, dans une dynamique collective et toujours en portant une démarche participative centrée sur le travail réel. Et à côté de ce gros volet de santé au travail, on a la promotion de la santé. Et là, vous allez pouvoir agir, vous, en tant que militant, sur ce sujet. Donc, aux côtés de nos collaborateurs. Vous pouvez agir à destination des adhérents, mais aussi des agents territoriaux au sens large. Donc ça peut se passer sur le lieu de travail, hein, en collectivité, mais ça peut être aussi en agence ou dans des salons ou dans des forums. Et l'idée, ça va être de donner des clés pour permettre aux agents d'être autonomes dans leur choix de santé. On va promouvoir les déterminants protecteurs de la santé, tels que l'alimentation, l'activité physique ou encore le sommeil, la santé mentale dont on va parler aujourd'hui à travers des outils d'animation, notamment, que sont les actions locales. Donc, les actions locales de prévention, ce sont des actions que vous allez pouvoir animer, vous, en propre, pour passer des premiers messages d'information et sensibiliser les agents à leur quotidien. À chaque fois, on va vous outiller pour pouvoir mettre en place ces actions. Vous allez retrouver pour chaque grande thématique que vous voyez sur la droite des kits, une boîte à outils avec un mode d'emploi, des outils d'animation, ça peut être des jeux, ça peut être des quiz, des éléments de communication et de la documentation. Et ça, on vous présentera ça notamment plus en détail la semaine prochaine. La santé mentale, c'est une grande thématique cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la grande cause nationale 2025.
Virginie et Laurence vous en parleront plus en détail juste après. C'est d'ailleurs aussi la grande cause nationale qui a été reconduite pour 2026. Donc on a souhaité vous faire un webinaire cette fois-ci en 2 temps. Un premier temps qui est ce soir sur les éléments de langage, animé du coup par les équipes de Vivoptim. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve le 18 décembre, donc soit à midi, soit à 17h30 heure métropolitaine, pour pouvoir parler des outils d'animation qui vont être mis à votre disposition pour que vous puissiez vous-même sur le terrain passer des messages auprès de nos adhérents ou des agents territoriaux au sens large. S'il n'y a pas de questions particulières sur cette organisation, Virginie, je vais arrêter le partage et je te laisse prendre la main. Ça marche. Je vais mettre tout le webinaire. Et C'est voilà. parfait pour moi en tous les cas. C'est parfait. OK. Et toi, tu peux mettre son micro. Oui, Comme ça, ça va. je le fais tout de suite. Alors, on y est presque. Je vais le mettre après. Alors, bonsoir à tous. On va vous proposer donc cette formation spécifiquement sur le sujet de la santé mentale, donc à 2 voix, mais principalement même à 1 voix. C'est surtout Laurence qui va intervenir. Notre souhait pour ce temps d'échange, donc qui va durer à peu près 45 minutes, c'est vraiment de pouvoir être dans l'interaction. Donc, vous pouvez poser nos questions à tout moment dans le fil de discussion. On prendra les questions au fur et à mesure des échanges. Donc, si vous avez un terme avec lequel vous n'êtes pas familier, besoin de définir mieux un autre terme, on va aussi vous faire un petit peu travailler, vous faire un petit peu participer. Donc, de ne pas hésiter à utiliser ce chat, cette conversation qu'on va pouvoir suivre en direct. Et puis, on essaiera de disposer aussi une dizaine de minutes en fin d'intervention pour aussi prendre et interagir tous ensemble. Donc, vous pourrez allumer vos caméras, vos micros et poser vos questions si vous le souhaitez. Du coup, sans plus tarder, je laisse la main à Laurence qui va se présenter. À vous, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour. Merci, Julie, pour l'invitation à présenter la santé mentale. On va en discuter un petit peu. Donc, je suis professeure des universités à l'Université de Nanterre, en STAPS, donc qui forme des futurs profs d'activité physique adaptée, d'EPS et des entraîneurs. Je suis également psychologue clinicienne de la santé et mes recherches et ma clinique font que je travaille beaucoup en anorexie et dans les troubles des conduites alimentaires, anorexie mentale. Donc voilà, vous avez mes affiliations et je travaille également en psychologie du sport. Donc aujourd'hui, on va parler de santé mentale, on va la définir, voir la différence avec les troubles psychiques et les troubles mentaux, comment la repérer, l'accompagner et l'orienter, et on parlera des risques psychosociaux au travail également. Donc, petit exercice, dans le chat, je veux bien que vous disiez à quoi vous fait penser les mots-clés que vous associez à la santé mentale. Faire 1 ou 2 mots, pas des phrases, mais voilà, si vous devez donner un mot, 2 mots, quand on parle de santé mentale, pour vous, ça évoque quoi? Quel serait selon vous le mot qui vous permettrait d'expliquer ou de définir, ou en tout cas la compréhension que vous avez de santé mentale? Alors, donc je vois, ça commence à s'afficher, donc le stress. Effectivement, il y a un lien, Oui. on l'expliquera. Alors, d'autres, on vous dit, voilà, vous avez une page blanche, mettez un mot en lien avec la santé mentale. Lequel serait-il? Alors, même si c'est des bêtises, il n'y a pas de souci. Charge de travail, le bien-être, oui, le mal-être par opposition, les troubles, la fatigue, Le bien-être. le surmenage, donc toujours en lien sûrement avec la charge mentale et la fatigue, anxiété, souffrance psy, donc harcèlement, dépression, burn-out.
Oui, concentration pour tout ce qui va être au niveau cognitif. Donc, on voit qu'on a des éléments cognitifs comme la concentration, on a des éléments plus émotionnels ou psychologiques comme le bien-être. Et puis, on a des éléments qui sont vraiment en lien avec de la souffrance psychique comme le stress ou zut, pardon. Dépression, burn-out. Burn-out. Mais quand on parle de burn-out, on va être aussi dans les troubles. Donc, être en bonne santé mentale, en fait, parce qu'on parle souvent de bonne santé mentale, et c'est exactement, Camille, ce que vous dites, c'est trouver un équilibre dans les différents domaines de la vie, c'est se sentir bien, c'est se sentir bien et s'accomplir, donc atteindre ses objectifs et se sentir épanoui, se réaliser. Être en mesure de surmonter les tracas de la vie quotidienne, donc c'est gérer le stress finalement. Étudier ou travailler, donc c'est avoir une place dans la société et c'est aussi avoir une place dans la vie collective et au niveau social en échangeant avec les autres et contribuer à la vie de sa communauté. Plus communément, en fait, l'OMS va définir, alors l'Organisation mondiale de la santé va définir la santé mentale comme un état. Donc, ça veut dire que ça va être quelque chose de dynamique. Un état, c'est quelque chose qui va être transitoire. Donc, on peut avoir en effet une bonne santé mentale et une mauvaise santé mentale, mais de façon transitoire, rien n'est figé. Qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, comme vous l'avez dit, de réaliser notre potentiel, c'est-à-dire de s'accomplir, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. En fait, on va parler, et l'OMS va parler, en parlant de santé mentale, de santé positive. La santé mentale, c'est différent de la détresse psychique, qui est un mal-être et qui est indépendant d'une pathologie ou d'un trouble mental. Donc, on va reprendre la définition de détresse psychique d'ici quelques minutes pour que vous compreniez bien. Mais une détresse psychique va pouvoir entraîner une santé mentale qui va être un petit peu altérée. Et à ne pas confondre avec un trouble mental qui est une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, c'est-à-dire la façon dont je pense, ma mémoire, mon attention, ma concentration. Donc, altération de l'état cognitif, de la régulation des émotions et du comportement d'un individu. Donc, quand on va avoir un trouble mental, c'est qu'on va avoir une pathologie qui va être diagnostiquée, qui fait suite à des symptômes qui sont apparus depuis 2, 3, 4, 5 mois, donc plutôt sur des périodes plutôt longues, et où il va y avoir cette altération-là. Et elle est diagnostiquée grâce à notamment par des psychiatres qui va s'appuyer sur un manuel qui va lister l'ensemble des troubles mentaux. Donc, la santé mentale, c'est un sujet qui nous concerne tous, puisque 41% des Français déclarent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale, que ce soit des pensées suicidaires, des dépressions, burn-out. Et les personnes les plus touchées, ça va être surtout les jeunes entre 18 et 24 ans, puisque 38% des Français déclarent ne pas prendre soin de leur santé mentale, et surtout les femmes. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale également. En fait, la diapo du milieu, là, c'est les populations les plus touchées. On a fait une erreur de... La santé mentale, en fait, va se placer sur un continuum. C'est un état. On ne dit pas avoir une bonne santé mentale et une mauvaise santé mentale. C'est pas aussi dichotomique que ça. On va passer d'une santé mentale qu'on va qualifier de languissante, donc c'est vraiment une mauvaise santé mentale, jusqu'à une très bonne santé mentale. Et entre les deux, on va avoir différents états. Donc, quand on a une santé mentale languissante, c'est-à-dire un faible bien-être émotionnel, psychologique et social, c'est typiquement les personnes qui vont plus avoir d'intérêt à faire leurs tâches quotidiennes, qui vont s'ennuyer, qui vont avoir des difficultés à profiter de leur enfant, de leur famille, d'activités qui leur plaisaient avant. Elles vont ressentir des difficultés de concentration, de résolution de problèmes, elles vont être fatiguées. Il va y avoir un impact sur toutes les sphères de leur vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un trouble mental. Ça veut dire que ce sont les premiers signes à prendre en compte qui, s'ils ne sont pas repérés et s'ils ne sont pas pris en charge, pourraient amener éventuellement à un trouble mental comme une dépression, par exemple, une dépression sévère.
À côté, enfin, à l'opposé de cette faible santé mentale, qu'on appelle santé mentale languissante, on va avoir une santé mentale florissante. C'est-à-dire, c'est le nec plus ultra de la santé mentale. Là, on va ressentir des émotions positives, être capable d'aller les rechercher, on va être satisfait de sa vie. Notre vie, on va pouvoir lui donner du sens à travers nos relations sociales, professionnelles, familiales. On va avoir un bon fonctionnement psychologique et un bon fonctionnement social. Typiquement, ces personnes-là sont très peu absentes au travail, déclarent moins de maladies chroniques et de façon générale ont une meilleure qualité de vie. Entre ces deux états, qui est florissant et languissant, on va avoir une santé mentale modérée, donc on va être plus ou moins haut sur notre continuum. C'est un niveau de bien-être intermédiaire et qui correspond à une grande majorité d'entre nous. On va réguler nos émotions, mais il suffit qu'il y ait un petit couac dans notre emploi du temps, un de nos enfants qui a un petit souci, une dispute avec un conjoint, un chef ou un boss qui va nous faire une remarque sur notre capacité à bien faire des tâches, pour qu'on se sente fragilisé et qu'on puisse pas faire face au stress. Donc ces situations-là, elles sont fréquentes et elles sont à surveiller parce qu'on peut basculer sur une santé mentale languissante si on ne fait pas attention. Et si on fait attention et on décide de se prendre en main et de se faire aider, ou d'en discuter tout simplement à un collègue, un ami, à notre famille, elle peut basculer dans quelque chose qui est florissant, ce qui est en fait un petit peu un objectif aussi à atteindre. Cet état-là, alors languissante, j'aime bien le terme, c'est québécois. Quand on languit, c'est que les choses vont pouvoir arriver, on sait que c'est un état intermédiaire en fait. Donc la santé mentale languissante, elle va pouvoir être changée dans une meilleure santé mentale à condition qu'on soit acteur de cela. Donc la santé mentale, c'est un état dynamique qui peut ou s'améliorer ou se dégrader. C'est pas parce que j'ai passé une super semaine cette semaine que là je fais une formation et j'aime bien faire des formations que lundi ça va me garantir d'être en bonne santé mentale en fait. Voilà, il peut se passer quelque chose dans mon week-end qui fasse que lundi je sois un petit peu le moral dans les chaussettes. Et ce qui veut dire que ce qui est important, c'est de bien profiter des moments où on se sent bien parce que ça nous permet finalement de constituer un stock d'énergie positive. C'est pas parce que, enfin, on a ce continuum de santé mentale, mais en même temps, cette santé mentale va être à différencier des troubles mentaux. Donc, on a vu que les troubles mentaux, c'était une altération du fonctionnement cognitif, émotionnel et des comportements. Et donc, dans ces troubles mentaux, on peut ne pas du tout en avoir, ici, à droite, et on peut avoir des troubles mentaux. Et en fonction du nombre de symptômes, de l'intensité de nos symptômes, de la sévérité de nos symptômes, on va être plus ou moins sur ce continuum-là. Donc, par exemple, un patient qui a une personne qui a une schizophrénie, elle a donc une présence de trouble mental, mais elle peut ne pas avoir tous les symptômes, par exemple les symptômes dits productifs comme les hallucinations, qu'elles soient visuelles, tactiles ou kinesthésiques. Il peut avoir une altération cognitive, une altération de son fonctionnement émotionnel, mais ne pas ressentir d'hallucination. Donc, il sera plutôt sur ce niveau-là, il aura une présence de trouble mental, mais avec une sévérité moindre parce que ses symptômes sont moindres. S'il se prend en charge, s'il va voir un psychiatre, s'il est bien suivi et s'il est observant de son comportement, en fait, ça va lui permettre de bien fonctionner. Et puis, on appelle ça un handicap invisible, c'est pas pour rien. Il va pouvoir avoir une insertion, une inclusion dans la vie de tous les jours qui va être optimale. Tout ça nous amène en fait à un concept qui est intéressant, c'est le modèle des 2 continuums qui a été mis en place par les Québécois. On se rend compte qu'on peut avoir donc notre santé mentale optimale ou minimale et des troubles mentaux avec une présence et une absence. Je peux avoir une bonne santé mentale, et avoir des troubles mentaux. Je peux me situer ici. Je peux avoir une bonne santé mentale sans troubles mentaux, c'est qu'on appelle une santé mentale complète. Et je peux avoir une santé mentale minimale, languissante, sans ou avec des troubles mentaux. Donc, ces 2 concepts qui ne se confondent pas, qui peuvent être proches, mais je peux très bien donc
ne pas avoir de troubles mentaux et avoir une mauvaise santé mentale et avoir des troubles mentaux et avoir une bonne santé mentale. Alors concrètement, pour que ce soit plus clair, je vous ai mis 2 exemples. Donc le cas 1, donc c'est des exemples qu'on a à Vivoptim et que je suis actuellement. J'ai pris que des exemples voilà, d'usagers qui nous ont contactés le mois dernier et ce mois-ci. Peut-être, juste Laurence, si on peut préciser pour tous, donc le service d'accompagnement santé qui propose un parcours dédié à la santé mentale est proposé aux adhérents de la MNT. Ça fait un tout petit peu moins d'1 an. Ça fera 1 an au mois de mars l'année prochaine. Et dans ce cadre, donc, il y a des consultations de professionnels de santé qui sont organisées. Donc, ça peut être des consultations de diététiciennes, d'enseignants en activité physique adaptée, d'infirmières, mais également des consultations de psychologie ou de sophrologie. Et donc, nous travaillons avec Laurence qui, à ce titre, propose des consultations donc, spécifiquement sur la psychologie. Et donc, à vos adhérents, entre ses mains, Oui, entre 1 et 3 séances. Entre 1 et 3 séances pour voilà, faire ce qu'il faut, et notamment sur l'aspect santé mentale versus troubles mentaux, mais parfois tout est confondu et il faut un petit peu dépatouiller tout ça. Voilà, et donc on avait à cœur de vous proposer des cas très concrets d'adhérents MNT qui sont accompagnés par Laurence en ce moment. Oui, alors, et l'idée, c'est pas de les traiter ou de les suivre, parce que je n'ai qu'1 à 3 séances, c'est aussi de leur permettre de savoir, eux, comment ils vont pouvoir, s'ils ont envie, poursuivre le cheminement pour améliorer leur santé mentale, en fait. Donc, alors des fois, au bout de 3 séances, ils me disent, bah, ça va, on sait ce qu'on doit faire et on leur donne des solutions. Et puis, bah, des fois, on leur trouve vraiment, ou je les aide à trouver, ou Vivoptim les aide à trouver un accompagnement, mais qui soit en psychologie ou en sophrologie ou quelque chose qui leur corresponde en fonction de leurs valeurs aussi et de leurs attentes et besoins. Et ça peut passer par une diététicienne dans un premier temps, puisqu'ils ont peut-être besoin de rééquilibrer leur alimentation, ce qui leur parle. C'est une façon de faire. Donc, le premier cas, c'est une femme de 42 ans qui présente un trouble bipolaire, mais qui est stabilisée depuis plusieurs années. Elle a une famille, elle est investie dans sa vie de famille, elle est suivie régulièrement, elle adhère à son traitement, elle connaît très bien, elle se connaît très bien, elle connaît très bien les situations de stress qui peuvent lui créer des épisodes maniaques ou hypomaniaques, mais en même temps, elle gère parfaitement, et ce qui fait qu'elle en a très peu d'épisodes maniaques ou hypomaniaques. Donc, maniaque, c'est quand, en fait, c'est une terminologie qu'on employait plus avant, mais maniaque, c'est quand elle va être dans des ups et qu'elle va être plutôt très expressive, très extravertie, faire des dépenses inconsidérées, par exemple. Et hypomaniaque, c'est quand elle va sentir plus une baisse d'énergie, elle va se sentir un peu plus dépressive. Là, elle a une régulation émotionnelle qui lui permet donc de bien fonctionner et de bien gérer ses troubles bipolaires. Elle travaille à plein temps et elle décrit un sentiment de satisfaction et d'épanouissement personnel. Donc, elle nous contacte en fait parce qu'elle appréhende, elle appréhende des étapes de sa vie, notamment sa maman qui n'allait pas très bien et elle avait du mal à gérer ça. Donc, elle nous contacte dans ce cas-là. Elle, on peut dire que là, pour le moment, elle a une bonne santé mentale. Elle a un trouble mental, mais une bonne santé mentale. Donc, elle se situerait ici, trouble mental, et plutôt une bonne santé mentale. Elle est par ici. À côté de ça, on a un monsieur, 45 ans, qui vit aussi avec un trouble bipolaire, diagnostiqué depuis des années. Il a aussi une famille, il fait de l'activité physique, il a une très bonne vie sociale. Et au niveau du travail, il occupe un poste de responsable d'équipe qui l'enchante et qui lui permet de se sentir totalement accompli. Et vous vous souvenez, on avait parlé dans la santé mentale de cette nécessité de se réaliser, de se sentir accompli. Donc, on peut dire qu'il a un trouble mental, mais sa santé mentale est optimale. Donc, il est vraiment ici, lui. D'accord? Donc, en fait, tous les deux ont une bonne santé, ont des troubles mentaux, avec une santé mentale plus ou moins optimale. Et le cas du monsieur, c'est vraiment ce qu'on pourrait lui souhaiter de mieux, en fait, là où il en est. Il est stabilisé et il va très bien. Ce cas, c'est une jeune femme de 38 ans qui est maître nageuse sauveteuse, qui travaille dans une piscine et sa piscine tourne bien quand il y a 6 maîtres nageurs sauveteurs.
Et ils n'arrivent pas à stabiliser les autres titulaires, en fait. Donc là, elle est la seule titulaire. La deuxième titulaire vient de démissionner. Et donc, la piscine fonctionne avec elle et les vacataires. Les vacataires ont tous un boulot à côté et donc ils sont prioritaires pour l'emploi du temps. Vu sa situation, elle est divorcée depuis 4 ans d'un conjoint violent. Elle élève seule ses 2 enfants de 10 ans et 14 ans qui présentent des troubles psychotraumatiques parce qu'ils ont vu leur maman se faire taper, parce qu'ils ont entendu des cris et parce qu'eux-mêmes ont été victimes de la négligence de leur papa parce que quand c'est lui qui s'en occupait, il leur donnait pas à manger. Parce qu'il y a toutes ces raisons-là, le directeur de la piscine a été d'accord pour aménager l'emploi du temps de la maman parce que les 2 enfants ont un syndrome un peu d'abandon et quand ils ne voient pas leur maman régulièrement, ils se sentent absolument pas bien. Et ils sont en détresse psychique tous les 2. Donc, elle pouvait rentrer à la maison à 18 h à condition qu'elle bosse 6 jours sur 7 et qu'elle accepte de faire ses 42 heures de travail dans la semaine, ce qui était déjà énorme. Maintenant, vu que la deuxième titulaire a démissionné, l'employeur refuse d'adapter son planning de travail et lui impose d'assurer les ouvertures, c'est-à-dire prise de poste à 7h15, 7h30, et les fermetures, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle termine à 21 h. Sauf que, alors toujours pour un total de 42 heures, sauf que c'est absolument pas possible avec l'état psychologique de ses enfants. Et son patron lui dit que le travail, c'est la priorité et pas ses enfants. Et en gros, c'est à prendre ou à laisser. Mais vous voyez bien, sa situation est un peu compliquée. Si elle perd son travail, ben, du coup, elle ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Donc, elle a une anxiété qui est élevée. Elle a une impression d'être submergée, une fatigue émotionnelle persistante. Elle rumine, elle a des troubles du sommeil. Elle s'est arrêtée enfin, son médecin l'a arrêtée jusqu'au 31 décembre. Elle ne présente pas de troubles mentaux caractérisés, mais on voit bien que sa santé mentale est très languissante. Si on ne fait rien, alors du coup, elle est sportive, elle se connaît parfaitement bien, elle a passé des grosses épreuves dans sa vie quand même, comme vous voyez. Elle sait que là, elle nous appelle en nous disant, ben, qu'est-ce que je peux faire, aidez-moi, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est près du bore-out, pardon, du burn-out. On sent bien que ça va être, que c'est compliqué pour elle. Donc, son idée, finalement, c'est qu'on puisse l'aiguiller et puis la soutenir sur les 3 séances qu'on a. Et puis après, il va avoir la sophrologue aussi qui va pouvoir l'aider. Et puis, c'est d'arriver à mettre en place. Et puis, on est là en soutien et puis en relais en attendant qu'un CMP puisse la prendre en charge. CMP, tu peux expliquer? Ah oui, CMP, c'est Centre médico-psychologique. En fait, ce sont des structures qui accueillent des personnes qui ont une santé mentale languissante ou des troubles mentaux, qui en général n'ont pas les moyens d'aller dans le libéral. Et dans ces structures-là, on a une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des psychiatres, alors ça c'est dans l'idéal, infirmiers, assistantes sociales ou assistants sociaux, et puis éducateurs spécialisés. Et c'est une équipe qui va prendre en charge la personne et qui est pris en charge alors, gratuitement pour elle, en fait, bon, c'est la sécurité sociale qui paye, mais elle n'a rien à dépenser, en fait. Et ces centres-là ont été faits pour les personnes qui étaient en situation de fragilité et vulnérables. Et on a l'équivalent pour les enfants qui s'appelle des CMPP, c'est pédopsychiatrique. Donc, on voit bien qu'elle n'a pas de trouble mental, donc elle est ici, mais qu'elle a une santé mentale languissante. Si on ne fait rien, du coup, on pourrait arriver sur une santé mentale qui va s'altérer au point d'arriver à des troubles mentaux. Et là, je pense notamment à une dépression qui pourrait être majeure. Dans le cas de cette patiente, enfin de cette usagère, on se rend compte qu'elle prend plus de plaisir. L'activité physique, c'était sa passion, enfin, en tout cas la natation est son métier. Elle prend plus de plaisir. Elle a un fonctionnement sociologique, psychosociologique qui va être altéré aussi. Et ça, en fait, ce sont les composantes de la santé mentale. Donc, selon la santé mentale va reposer sur l'équilibre, comme disait tout à l'heure Camille, sur l'équilibre entre émotion, fonctionnement psychologique et relations sociales. On a 2 grandes dimensions. On a la dimension
bien-être émotionnel qui est se sentir bien, et donc c'est une approche hédonique, c'est ressentir du plaisir ou être capable d'éviter des souffrances. Donc pour ça, il faut comprendre et reconnaître ses émotions, accepter son ressenti. Donc pour ça, on va pratiquer la pleine conscience et on va apprendre à vivre des émotions positives et puis apprendre à gérer les émotions négatives. C'est pas question de ne plus en vouloir ou être dans le déni, mais c'est de les accepter, de se dire, OK, là, je me sens anxieux, je me sens pas bien. Pourquoi? Comment? J'ai appris à faire de la cohérence cardiaque, de la respiration, je vais courir, je téléphone à ma copine. Enfin, après, on a plein de stratégies. Donc, dans la santé mentale, on a cette première dimension qui est centrée sur le bien-être émotionnel où la notion de plaisir est donc importante, ce que n'a plus la patiente dont je vous parlais juste avant. Et on a une approche eudémonique. L'approche eudémonique, c'est vraiment sur le sens qu'on va donner à notre vie et sur le fonctionnement. Donc, ça va être sur bien fonctionner. On va avoir un bien-être psychologique, c'est-à-dire qu'on va avoir un sentiment de contrôler sa vie et d'être autonome et d'avoir une maîtrise de sa vie, ce qui n'est pas du tout le cas de la personne juste avant, puisque c'est son boss qui décide pour elle ce qu'elle doit faire et qu'il a accepté jusqu'à un certain moment qu'on puisse organiser son emploi du temps en fonction des difficultés réelles qu'elle avait et je pense qu'elle aurait préféré ne pas avoir ces difficultés et travailler comme son boss voulait. Avoir des relations positives et donner du sens à son travail. Elle en donne tellement plus de sens qu'elle pense à changer de travail là, ce qui est problématique parce qu'elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle a toujours été manager sauveteur. Et bien fonctionner, c'est aussi avoir un bien-être social, c'est se sentir intégrée dans une communauté. C'est plus le cas, elle, puisqu'elle est toute seule maintenant dans la piscine, que les autres managers sont vacataires et en fait s'en foutent un petit peu, entre guillemets, de ces difficultés. Ils donnent leur emploi du temps, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, elle se rend compte que finalement, elle a un problème de reconnaissance aussi, puisque son patron ne reconnaît plus la détresse qu'elle peut avoir. Donc, elle se sent moins intégrée dans cette communauté. Elle se perçoit comme plus gênante qu'autre chose. Et puis, comme elle m'a dit, je suis un sac à problème, alors que pas du tout. Et donc, elle a plus trop confiance en la société et aux autres. Donc, sa santé mentale est absolument pas positive, mais languissante. Mais pour avoir une santé mentale positive, il faudrait rééquilibrer ce bien-être émotionnel, ce bien-être psychologique et ce bien-être social, comme disait Camille. Donc, la santé mentale repose sur cet équilibre et j'aime bien l'image avec la chaise. Une chaise à 4 pieds, si un pied est plus gros, plus petit, plus fragile, donc plus fin, ben, du coup, la chaise, elle va se casser et puis va nous entraîner dans la chute. Donc, les 4 pieds correspondent aux 4 sphères de notre vie qui sont une sphère personnelle avec nos relations sociales, notre famille, une sphère professionnelle, une sphère psychologique avec notre bien-être, l'image de soi, l'estime de soi, les émotions que je vais ressentir, et une sphère physique qui va avoir, c'est tout ce qu'on va faire quand on va faire de l'activité physique, avoir une bonne santé cardiovasculaire, une bonne des os en pleine forme, des muscles qui fonctionnent, donc avoir ce domaine-là qui est optimal aussi. Donc, avoir une bonne santé mentale, ça va nous demander de faire attention à ce que tous les pieds de notre chaise soient de longueur à peu près égale et de grosseur et de force égale, ce qui est un vrai défi dans nos sociétés à l'heure actuelle. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Là, il y avait une question sur comment bien orienter quelqu'un. Alors, on va le voir juste après. Ouais. Juste après ça, on va justement, on a une diapositive là-dessus. Donc, les facteurs influençant la santé mentale, parce que quand on arrive à identifier ces facteurs-là, ça nous donne un début de solution à nos problèmes. Donc, on a des facteurs de risque en lien avec la santé mentale et on a des facteurs de protection. Donc, notre santé mentale, ça va être vraiment l'interaction entre ces facteurs-là. Donc, typiquement, si une personne a une schizophrénie et qui a un enfant, l'enfant a 30% de risque de développer une schizophrénie. Si c'est 2 patients qui ont une schizophrénie qui ont un enfant, cet enfant-là a 50% de risque de développer une schizophrénie. Mais c'est de risque à développer.
donc il sera plus vulnérable. Mais il peut ne pas la développer parce qu'il va y avoir des facteurs de protection. On ne peut pas imputer l'arrivée d'un trouble mental ou une santé mentale languissante uniquement à un seul facteur. C'est vraiment une interaction de facteurs qui fait qu'on va développer ce trouble ou cette santé mentale languissante. Donc, dans ces facteurs, on va avoir des facteurs personnels, donc des compétences émotionnelles, savoir du mal à réguler ses émotions, la consommation de substances. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de schizophrénie. Un des facteurs de risque les plus importants de la schizophrénie, c'est la consommation de cannabis. Et on remarque que les patients qui ont un épisode psychotique est régulièrement suivi, quasiment toujours, est toujours la suite d'une consommation excessive de cannabis. Il peut avoir, comme je vous ai dit, des vulnérabilités génétiques. On peut avoir des facteurs sociaux et environnementaux, la pauvreté, l'isolement, oui, la violence, les conditions de vie dégradées. Moi, je travaille beaucoup en anorexie. Un des facteurs de risque, ça va être aussi le harcèlement, par exemple. Harcèlement à l'école, qu'il soit physique ou moral, va pouvoir avoir la force et l'impact de faire basculer des jeunes dans des troubles des conduites alimentaires, l'anorexie, mais sans anorexie, ça peut être aussi des scarifications, des idées suicidaires. Donc ça, ces facteurs sociaux et environnementaux, ils ne sont absolument pas à négliger. Et il y a des périodes critiques. Quand on subit ces facteurs de risque-là, ces risques-là, dans la petite enfance, c'est-à-dire quand on n'a pas les moyens pour y faire face et qu'on est encore trop immature et notre cerveau ne sait pas comment faire, ça va être beaucoup plus compliqué. Une éducation sévère, ça veut dire qu'on va pas nous apprendre à nous adapter, on va avoir cette rigidité qui va nous marquer. Des châtiments corporels, tout ça, ça va être lié à la peur, en fait, donc, et créer beaucoup d'angoisse et de stress. Le harcèlement. Donc, ces facteurs vont augmenter la vulnérabilité à une santé mentale languissante et aux troubles mentaux. À côté de ça, on a des facteurs de protection, et ces facteurs de protection, ils sont importants parce que ça nous donne les premières pistes. Si on veut que nos enfants aient une bonne santé mentale, il faut leur apprendre à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Apprendre à écouter, apprendre la bienveillance. C'est ce que feront nos collègues d'Europe, des pays d'Europe du nord de l'Europe, où ils font des cours d'empathie, par exemple. On va devoir travailler sur les relations positives et chercher le soutien social et oser demander de l'aide. Une éducation de qualité, un travail décent. Alors, on parlait tout à l'heure aussi des quartiers sécurisés, c'est se sentir en sécurité dans notre environnement et une communauté solidaire. Donc, tu t'avais parlé des quartiers sécurisés. Oui, on en parle beaucoup dans l'actualité sur les réseaux sociaux de l'insécurité et donc du coup de son impact sur l'anxiété et donc plus globalement sur la santé mentale. C'est craindre qu'un événement arrive, forcément, ça peut impacter son quotidien. Par exemple, ce qui se passe à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, ça peut… dans le métro à Paris, où il faut être tout le temps sur ses gardes. Enfin, c'est une charge mentale aussi, toujours faire attention à son sac, à soi, surtout un peu plus quand on est une femme. Donc, voilà. Donc, la sécurité, se sentir sécure, c'est aussi important. Et ça va nous permettre, ces facteurs de protection, de renforcer la résilience et la santé mentale. Alors, comment on va observer et repérer les signes? On a 3 catégories en fait importantes. On va observer les signes les signes dans le rapport qu'une personne entretient avec elle-même. Donc, première catégorie. Des signes par rapport aux relations avec les autres et par rapport aux soins. Donc, une personne qui, dans un coup, vous voyez une personne qui est moins apprêtée, se maquille moins ou plus, ou s'habille plusieurs jours de suite de la même façon alors que ce n'était pas du tout dans ses habitudes, qui ne prend plus le temps de se cuisiner son petit repas et prend un paquet de chips ou décide de plus manger. Ça, c'est des signes d'alerte qui nous montrent qu'il y a un changement. Alors, des fois, les changements, c'est pour d'autres raisons, ce n'est pas que des problèmes de santé mentale. Par exemple, les femmes qui décident de plus se maquiller, c'est peut-être une conviction pour plus être sous le diktat sociétal de une femme jolie, c'est une femme qui se maquille ou qui se rase ou
Et donc ça n'a rien à voir avec la santé mentale, c'est juste un choix personnel et très bien. Mais n'empêche que si on note qu'il y a un changement, on peut avoir une vigilance pour essayer de voir si tout va bien quand même. Donc, dégradation de l'image de soi, de l'hygiène, de l'apparence, refus de s'alimenter ou perte d'appétit ou modification en fait de ses habitudes alimentaires. Je parlais là notamment d'une personne qui nous a contactés, qui était inquiète parce qu'elle prend un apéro tous les vendredis soirs. C'était son petit rituel pour fêter la fin de la semaine. La semaine qui était passée et rentrer dans le week-end de façon plutôt festive. Ce qu'on pourrait faire après le webinaire. Ouais, et en fait, ça a basculé, ça a brillé. Elle le prend tous les soirs maintenant, son apéro, et elle se rend compte que c'est pas normal et que ça lui permet d'éviter du stress finalement qu'elle engendre au travail. Donc là, quand on voit qu'il y a un changement comme ça, d'elle-même, elle nous a contactés en disant bah là, je sens que je suis en train de basculer, je perds pédale et ça me fait peur. Et elle a bien eu raison parce que c'est en faisant ça que on peut proposer des solutions, l'accompagner et éviter de tomber dans une santé mentale vraiment languissante, voire d'aller dans les troubles mentaux. Donc, on peut remarquer aussi des rapports par rapport aux autres qui changent. Une personne qui est plutôt extravertie, qui va se mettre à être repliée, à ne plus parler, qui va être mutique, qui va être apathique, c'est-à-dire avoir ses batteries à plat, ne plus avoir d'énergie, plus prendre d'initiative, qui va être tout le temps fatigué, pas avoir envie de faire des choses, qui va se montrer désintéressé, instable, pessimiste, démotivé, irritable, agressive. On a aussi cynique parfois, et c'est un des premiers signes du burn-out, c'est les personnes qui commencent à être cyniques, qui font de l'humour noir alors que ça leur ressemblait pas du tout. Donc ça, c'est des signes aussi qui peuvent nous mettre un petit warning dans notre tête en disant tiens, c'est bizarre, peut-être que ça serait bien de discuter avec cette personne. Moi, j'ai noté des changements de comportement et souvent on dit oh là là, c'est bien que ça lui ressemble pas. Et puis ça, c'est un premier signe d'alerte en fait, et c'est un premier signe de repérage. On peut aussi regarder son rapport aux soins. Notamment là, j'ai une patiente hier ou avant-hier qui m'a dit moi, je veux plus aller voir mon psychiatre, je veux plus voir de médecin, ça m'angoisse. Je suis hypochondriaque, je deviens hypochondriaque, je veux plus, ils peuvent plus rien faire pour moi et voilà. Et donc ça, c'est assez nouveau dans son rapport, elle, aux soins, et ça montre bien qu'il y a un problème là, en tout cas, subi, dans son cas, suite à une mauvaise nouvelle. Enfin, voilà, entre autres, elle a perdu 4 personnes de sa famille en très peu de temps pour des maladies cardiovasculaires. Son papa, sa maman, son frère et sa sœur. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Donc, elle a super peur et donc elle ne veut plus aller voir les médecins parce qu'elle est en mode panique. Si elle va voir un médecin, elle pourrait avoir le même problème que ses frères et sœurs et ses parents. On va aussi remarquer des fois une mauvaise observance d'un traitement. Donc, c'est des personnes qui sont diabétiques et puis qui vont plus faire leur petite piqûre d'insuline comme d'habitude, ou des personnes qui avaient l'habitude de marcher sur la pause du déjeuner parce que, toujours par rapport à leur diabète, ou par rapport à leur stress, ou je ne sais quoi, qui vont arrêter ça aussi. Donc ça, ce sont des signes qui pourraient nous mettre une alerte, en tout cas, en disant, tiens, il se passe quelque chose chez notre collègue. Vous gênez pas, je regarde le chat, vous avez le droit d'interagir. Alors, la santé mentale, en fait, quand on va commencer à avoir un problème, à moins gérer son stress, du coup, on peut avoir ce qu'on appelle une détresse psychique, c'est-à-dire un état de mal-être qui n'est pas révélateur d'une pathologie. Par exemple, j'apprends que mon fils qui est en colonie de vacances, a fait une chute, a été amené chez les pompiers, c'est pas très grave, il a le bras, il s'est fait une entorse. Bon, ça peut me générer du stress. Et tant que je n'ai pas pu récupérer mon fils, qu'il a fallu que je mette en place tout un rapatriement, et du coup, je peux me sentir pas très bien. Alors, je peux le dire, je vais pas bien, je suis inquiète pour mon fils, il est tout seul à l'hôpital, voilà, je sais pas comment faire. Et ça peut être de la détresse psychique. Donc, selon le degré d'intensité, c'est plus ou moins important. La permanence, ça dure un jour, 2 jours, jusqu'à plusieurs semaines. Sa durée et les conséquences, ça peut conduire à la nécessité de prendre en charge pour pas à nouveau basculer dans un trouble mental.
Donc, cette détresse psychique, on peut la verbaliser de façon directe, comme je vous ai dit, je vais pas bien. Et puis, il y en a qui la verbalisent pas du tout, mais qui vont somatiser. On va avoir des troubles du sommeil, on va avoir une perte d'appétit, un repli sur soi, un isolement, une baisse de l'investissement dans l'hygiène. Musculaire Ouais, au niveau du exactement, ouais. On peut avoir des troubles visuels aussi, enfin, avoir des tensions oculaires, musculaires, oculaires. Donc, voilà. Donc ça, c'est une expression indirecte. Et donc, cette détresse psychique, en fait, donc c'est pas une psychose, on va voir la différence juste après, mais donc c'est aussi une souffrance psychique et peut amener à une santé mentale languissante. Alors, la différence entre névrose et psychose, c'est que la névrose, en fait, il n'y a pas de rupture avec la réalité et on est dans de l'anxiété, des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs, alors que la psychose, on peut avoir une rupture avec la réalité, on n'a pas ou peu conscience du trouble, on est souvent dans le déni. Et donc là, on est plus dans des pathologies comme la schizophrénie et le délire. Quand on a une mauvaise santé mentale, on va ressentir plutôt des signes de névrose. D'accord? Quand on passe à la psychose, on va passer dans des troubles mentaux. Donc, la détresse psychique, c'est une souffrance liée aux émotions. C'est fréquent et c'est réversible à partir du moment où c'est repéré. D'accord? Et pour ça, il faut ouvrir un espace de dialogue. Si cette détresse persiste plusieurs semaines, impacte fortement notre vie de tous les jours, enfin entraîne des limitations fonctionnelles dans notre vie de tous les jours, si on voit que la personne est épuisée, perd du sens, si elle modifie son comportement, du coup, c'est là où il va falloir en effet orienter la personne comme vous nous demandiez. Donc, il faut vraiment être, nous, attentifs en tant que soignants ou accompagnants ou collègues ou parents ou amis, parce qu'on sait que, en fait, si on intervient tôt, on peut éviter à ce que la personne bascule dans une maladie. Après, il ne faut pas non plus culpabiliser. Hein. On peut intervenir tôt et la personne peut aussi basculer dans une maladie parce que son état ou le stress qu'elle a vécu est vraiment trop important et il y a des réminiscences de ce qui s'est passé dans le passé et voilà, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas endosser les responsabilités de tout non plus. Donc, c'est important de ne pas vous responsabiliser à ce point-là non plus. Donc, comment accompagner? Il faut être présent, ouvrir un espace sécurisé, encourager à parler à un professionnel, vérifier que la personne n'est pas isolée en fait et qu'il y a bien du soutien autour et qu'elle a des ressources cognitives, des fois, il faut y penser, affectives, il faut avoir du monde, financières, des fois. L'idée, c'est de réduire l'isolement et orienter en cas de doute. Et donc, pour ça, on a des numéros d'urgence, on peut faire appel à des professionnels de santé, à des agents qui sont formés en santé mentale et en santé au travail. Et puis, il y a des réseaux qui peuvent nous donner des aides. Donc, on vous a mis ici les différents numéros de téléphone, parce que des fois, on peut aussi se sentir démuni, pas savoir quoi faire parce qu'on est affecté personnellement et on est subjectivement trop présent dans la situation. Et on peut appeler en disant « j'ai un proche qui a un souci, je ne sais pas quoi faire ». Donc là, on va passer sur les risques psychosociaux liés au travail. Donc, pour ces risques, le risque, c'est une probabilité qu'un trouble arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il va arriver. C'est comme l'exemple que je vous prenais de la schizophrénie, par exemple. On peut être exposé à un risque sans développer ce risque-là. Donc, dans les facteurs de risque, on va avoir la charge de travail, les exigences émotionnelles, les mauvaises relations, les conflits de valeurs, et ça, c'est vraiment important. L'insécurité, on va avoir voilà. Ces facteurs de risque peuvent entraîner, s'ils sont dans un environnement favorable à ce qui se développe, du stress, de l'anxiété, des violences internes ou externes, et puis ça peut amener jusqu'à un développement des troubles si je n'agis pas assez tôt. Donc, les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé physique et mentale des travailleurs, et leurs causes sont à rechercher dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et les relations au travail. Donc, on a 6 facteurs de risque en lien avec l'intensité du travail, la charge de travail, en lien avec la gestion émotionnelle, en lien avec cette autonomie, cette responsabilité dont on parlait tout à l'heure, se sentir maîtriser et contrôler ce qu'on fait au travail.
On va avoir des facteurs de risque liés au rapport et aux relations avec les autres, et notamment cette notion de reconnaissance qui est fondamentale. Des conflits de valeurs. Si on est plutôt sur la bienveillance et que là, alors je dis n'importe quoi comme exemple, mais on est dans une boîte qui est plutôt très sur il faut faire du profit, du profit, du profit, et tant pis, la personne qu'on a en face de nous, on veut juste du profit, et que nous, on est bienveillant, ben forcément, on ne va pas se reconnaître dans cette boîte et on va avoir des conflits éthiques en tout cas. Et autre facteur, c'est les risques socio-économiques. Donc, un salarié qui va mal ou un agent qui va mal, c'est un agent qui travaille mal, qui produit moins, qui est souvent absent et qui fait plus d'erreurs et qui a davantage d'accidents. Mais c'est pas qu'une personne, ce n'est pas qu'un travailleur, c'est aussi un papa, une maman, un copain, une copine. Cette personne va moins bien dormir et se fatiguer plus, va avoir moins d'énergie pour sa vie personnelle, peut s'éloigner de sa famille ou entrer en conflit, se coupe progressivement de son entourage et ressent une baisse de motivation, de plaisir, d'estime de soi. Et si on reprend l'idée de la chaise, le professionnel ne va plus, du coup, le personnel peut ne plus bien aller. Du coup, ça peut entraîner, si je ne me sens pas bien, j'ai moins envie de faire activité physique, ma santé physique peut se dégrader. Et du coup, je peux avoir ma sphère psychologique avec le plaisir, l'estime de moi qui va aussi se détériorer. Donc, on s'assoit sur une chaise bancale. Du coup, on tombe. Oui. Donc, on a différentes sortes de risques psychosociaux. Les plus connus sont le burn-out, lié à l'épuisement professionnel, le bore-out à l'ennui, le brown-out au désengagement, et on a le burst-out lié à la charge de travail. Donc, je prends 2 minutes pour vous parler de ce cas. Donc, c'est une femme de 53 ans donc on a fait 2 séances déjà, toutes les deux, et elle nous consulte, elle téléphone à Vivoptime en nous disant moi, j'ai besoin d'aide parce que depuis que mon fils est parti faire ses études à 100 km de la maison, je ne vais pas bien. J'ai une grosse crise d'angoisse, genre syndrome du nid vide. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et j'y pense tous les jours et tout le temps. Et des fois, je prends la voiture pour aller le voir. Et donc, voilà. Donc, elle est vraiment hyper angoissée. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions négatives. Ça se passe bien avec son mari. Elle me dit qu'elle a des amis, elle a des envies, quand tout va à peu près bien. Et quand je creuse sur ce qui se passe au travail, elle me dit, en fait, ça fait 4 ans que je suis dans ce poste, je crois que j'ai fait le tour, je suis plus challengée au niveau cognitif, les tâches, je les fais de façon plus automatique. Moi, j'ai tout le temps fait des formations, j'adore ça, me nourrir intellectuellement parlant. Et là, je suis en télétravail, j'ai terminé en 3 heures et je culpabilise parce que je ne sais plus quoi faire quand je m'ennuie. Et du coup, vous faites quoi quand vous vous ennuyez? Du coup, je pense à mon fils. Mais avant que vous y pensiez, non. Et donc, on se rend compte que finalement, elle consulte pour ses crises d'angoisse parce qu'elle n'arrive pas à les gérer. Et le problème, c'est pas tellement ses angoisses, en fait. Le problème, c'est qu'elle a des signes qui évoquent un burn-out débutant, c'est-à-dire une perte de sens, en fait, du travail. Elle a envie de faire autre chose, elle a envie d'être à nouveau challengée, de découvrir d'autres choses, d'apprendre, et elle se rend compte que ça lui manque pas mal. Donc ça, on finit une séance là-dessus, et puis elle me parle aussi elle a postulé il y a 1 an sur un emploi qui lui plaisait bien, toujours dans la même boîte, mais pour changer, et de fonction. Et elle n'a pas eu l'entretien. Elle est passée au premier entretien et elle n'a pas eu le job, et elle s'est rendue compte qu'en l'entretien, elle avait tellement bien préparé son entretien, tellement qu'elle le voulait, qu'elle a perdu tous ses moyens. Donc finalement, l'idée là, c'était retravailler sur quel poste elle pourrait occuper, qu'est-ce qui lui plairait, comment préparer son entretien, comment gérer ses émotions, et puis comment redonner du sens au travail en fait. Et depuis qu'on est là-dessus, donc, entre la première et la deuxième séance, elle m'a dit moins ressentir d'angoisse et moins penser à son fils. Donc, elle lui envoie des textos de temps en temps, mais beaucoup moins. Et puis là, elle se projette sur, mais oui, je vais changer de travail. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, que on est sur un début de risque psychosocial avec une santé mentale qui était languissante
Et pour pas tomber dans le trouble mental, alors le burn-out, c'est pas considéré comme un trouble mental, mais pour pas tomber dans quelque chose de l'ordre de la dépression ou de ce problème lié au travail, ce burn-out, ben, en fait, elle a eu la bonne démarche, c'est de pouvoir accompagner. D'être accompagnée, oui. Donc, Il reste 3 minutes. alors, juste, alors, du coup, je conclue et puis je vous donne un exercice à faire. Donc, à retenir absolument, c'est tout le monde a une santé mentale. On peut tous traverser une période de fragilité, il n'y a pas de honte à avoir ça. On a tous eu le moral dans les chaussettes à un moment donné. Et voilà, il y en a qui ont besoin de prendre des bêta-bloquants pour leur cœur. Ben, il y en a qui ont besoin de prendre des fois un temps pour soi. Et il faut bien dédramatiser par rapport à ça. Une baisse de santé mentale ne veut pas dire qu'on va développer un trouble psychique. Et quand bien même on aurait un trouble psychique, on a le droit d'avoir une bonne santé mentale. La santé mentale est un état, donc c'est quelque chose de dynamique. Et nous, on peut repérer, accompagner, orienter sans être spécialiste. Et juste cet état de bienveillance et faire attention à notre entourage, c'est un premier pas qui est vraiment important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Puisqu'il nous reste 2 minutes. Oui. Ouais. On peut prendre quelques questions. Vous avez mis en référence un documentaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé. Il est passé sur une chaîne d'info la semaine dernière sur la santé mentale de champion de foot qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 et qui approfondissent bien toutes ces choses qu'on a vues, enfin en tout cas une partie qu'on a vue ce soir. Et puis, en fait, ils sont mis face à des jeunes qui ont des troubles mentaux également. Et en fait, on voit bien que ça touche vraiment n'importe qui, qu'on soit millionnaire comme ils sont, avec avec tout ce qu'il faut pour. Enfin, ils ont la réussite, ils ont la gloire, ils sont sportifs. Et en fait, c'est assez saisissant de les écouter parce que, a priori, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien, mais ils sont dans le même état mental que ces jeunes qui, pour certains, se scarifient, ont des dépressions, des anorexies. Et enfin, voilà, notamment une Titi qui va parler de sa dépression d'une façon vraiment très touchante. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce que ça permet de dédramatiser et de voir que la santé mentale, les problèmes de santé mentale touchent tout le monde. On aime le foot ou pas, c'est à la portée de tout le monde. Oui, c'est ça. Un beau documentaire. On puis par un petit exercice, une petite mise en situation, Laurence? Alors, du coup, un collègue habituellement souriant devient silencieux, fatigué, se trompe souvent. Que faites-vous? Alors, comment vous allez réagir quand votre collègue de bureau, d'un seul coup, parle moins, vous trouvez les yeux un petit peu marqués, des petites cernes, il fait pas mal d'erreurs Vous pouvez répondre dans le fil de discussion. Voilà, les messages sont en train de nous arriver. Ouais, voilà. Ah, le nom du documentaire, je ne sais pas si tu Ah as oui, en tête. c'est Tête plongeante. Tête plongeante. Tête plongeante, c'est ça. Alors, essayer de lui parler, oui, ça c'est bien. L'écouter, alors évidemment, enfin, quand on a une oreille attentive, une écoute active, c'est vraiment important et qu'on fait preuve d'empathie. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, je comprends que tu sois pas bien et que tu éprouves ces émotions. Proposer de partager un déjeuner, bien sûr, prendre le temps d'un échange. Alors après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui refusent parce qu'ils ont honte et ils se sentent fragilisés et c'est montrer leur faiblesse. Et des collègues refusent ça. On peut en parler à d'autres collaborateurs, en parler à notre DRH en disant qu'on se fait du souci et essayer de voir comment on peut discuter avec, pas de façon directe, mais de façon indirecte aussi avec ce collègue-là. Prendre le temps d'un échange, oui. Sortir du contexte boulot, alors ça marche bien. Proposer un déjeuner ensemble, aller marcher entre midi et 2, dire, ah bah tiens, on est trop inactif, là il y a du soleil, moi j'irais bien marcher, qui vient avec moi. C'est des bonnes idées. Déclencher un moment d'échange informel, exactement. La deuxième situation, c'est une collaboratrice qui pleure souvent, dit qu'elle en peut plus. Et là, du coup, dans son cas à elle, que faites-vous?
Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous prenez les mêmes stratégies? Vous essayez de discuter avec elle? Ou est-ce que du coup, là, vous vous dites Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 ouais, je préviens ma hiérarchie, je lui demande de me dire ce qu'elle ressent. Alors, si on est proche, oui. Je lui conseille de prendre du recul. En fait, là, on voit qu'elle a quand même un état de santé mentale qui est beaucoup plus languissant que la personne au-dessus et que peut-être il y a une urgence un peu plus à agir, en effet. Et, et du coup, il faut peut-être passer sur la vitesse supérieure pour son accompagnement et lui proposer d'aller voir quelqu'un, en parler en effet à sa hiérarchie ou en parler à un des plus proches collaborateurs si on n'ose pas le faire. Parce qu'on n'est pas tous enclins à parler avec quelqu'un et à discuter avec quelqu'un non plus. C'est pas évident de trouver les bons moments. Oui, il y a Hugues qui proposait de l'engager à consulter. Oui, Du coup, exactement. ça peut être le médecin traitant, ça peut être un psychologue directement. En fait, c'est ce qu'on a vu ici, très rapidement. Hop. Ça peut être un professionnel de santé. Alors, ça peut être le CMP, parce que c'est une prise en charge aussi qui est gratuite. Ça peut être Vivoptime, téléphoner à Vivoptime. Ça peut être aller voir un psychologue, un infirmier. En fait, quelqu'un de confiance. Si elle vous dit qu'elle adore faire de la sophrologie, ben c'est très très bien. Une diététicienne, mais c'est parfait. En fait, c'est juste amorcer déjà un échange et être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. On peut vider son sac. Oui. Ça peut être des agents secouristes en santé mentale et c'est pour ça que c'est bien que dans le travail, on puisse identifier qui est secouriste en santé mentale et secouriste en santé au travail et qu'il y ait des formations proposées régulièrement aussi, voire, enfin, moi, j'encourage pas mal mes collègues à aller faire ces formations parce que quand on connaît, on sait repérer sur soi, c'est peut-être plus facile aussi de pouvoir discuter avec les autres. Et il y a Eric qui proposait l'écoute active. Comment concrètement être à l'écoute, c'est quoi comme posture? Enfin, comment on peut Du coup, quand on est à l'écoute, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on va faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'on va écouter en l'accompagnant, en posant des questions, en disant je comprends. C'est en essayant, on ne se met pas à sa place en disant oh là là, j'aimerais pas du tout être à ta place, ou là là, comment c'est compliqué ce que tu vis. On va dire je comprends que ce soit compliqué, je comprends tes émotions, et c'est des émotions qui me semblent normales par rapport à ce que tu vis, donc on va dédramatiser. Et puis, on va lui demander, mais de quoi tu aurais besoin? Toi, si je pouvais t'aider, quelles seraient les solutions qu'on pourrait mettre en place? Et si si tu sais pas, t'as pas les ressources, t'as pas l'énergie, est-ce que quelqu'un ici ou moi ou autour de toi pourrait t'aider et on peut te prendre en charge? Prendre des congés. Alors ça, c'est une bonne idée. Et souvent, les personnes qui ont des burn-out se disent, oh là 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 là, je suis fatiguée, je suis surmenée, je supporte plus mon boss, on ne me reconnaît plus. Et se disent, je prends une semaine de vacances et ça ira mieux. En fait, le burn-out, quand on arrive là, c'est que c'est déjà trop tard. La prise en charge moyenne est de 2 ans d'un burn-out. Donc, c'est quelque chose qui, quand on est en burn-out, c'est que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années qu'on a chargé son sac avec euh, des problèmes qu'on a soulevés avec des manques de reconnaissance. Et on en est sur des comportements. Là, j'ai une patiente, une usagère qui vient de Guyane, justement, qui me parlait de ça. Elle en est à relever des choses qui peuvent nous paraître comme de l'enfantillage. Oui, mais ma boss lui a dit à elle que c'était bien, mais pas à moi. Et oui, mais vous avez 60 ans. Et en fait, normalement, ça devrait pas tellement vous. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais voilà. Et en fait, elle s'accroche sur des choses qui sont hyper fondamentales et importantes, mais qui montrent que ça fait des années qu'elle subit des choses et qu'elle n'a jamais rien dit. Et là, la coupe est pleine. Et en fait, elle va. Sur le moindre prétexte, tout sort. Ma collègue m'a pas dit merci et je suis partie en pleurant. Mais elle était peut-être fatiguée, elle a peut-être oublié, et donc elle est plus capable de prendre du recul. Et donc, évidemment, cette personne, elle est dans une détresse psychologique qui est énorme et avec une santé mentale qui est vraiment très languissante. Mais donc, oui, c'est important de prendre rapidement, en tout cas, en charge cela. Il faut qu'on conclue, Laurence, puisqu'on a un petit peu, un petit peu dépassé le temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre participation dans le fil de discussion pour les premières solutions. On voit qu'on est quand même bien là-dedans.
Et puis, peut-être, Julie, te rendre la main pour le mot de la fin et la conclusion de cette soirée. En tout cas, nous, on était très heureux de passer ce moment-là avec vous. On espère que vous avez voilà, appris des choses ou que ça a conforté des choses, aussi de mieux faire la différence entre santé mentale, trouble mental, entre la bonne santé mentale, la santé mentale positive et les autres états. Et puis se dire que voilà, c'est un état, c'est dynamique et qu'on bouge tout au long de sa vie avec un curseur qui va en bas, en haut et Rien n'est figé. rien n'est figé. Julie, on te rend la main. Merci beaucoup. le partage Merci à toutes les d'écran. deux. Il y avait le QR code, oui. C'était passionnant. Merci pour effectivement la dernière slide. Je vous ai mis aussi le lien de l'enquête de satisfaction dans le fil de discussion. N'hésitez pas à prendre quelques petites minutes pour y répondre. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. C'était très éclairant. Ça permet de voir effectivement que la santé mentale a différentes facteurs en fait qui la font bouger en tous les cas. Vous avez parlé des risques psychosociaux. Donc là, on est vraiment dans le domaine dont on parlait au début du webinaire sur la santé au travail. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la MNT accompagne les employeurs sur ces risques psychosociaux. Et puis sur la sphère un petit peu plus individuelle, voilà, on va partager ensemble la semaine prochaine sur les actions que vous pourrez aussi vous mettre en place en tant qu'élu ou collaborateur MNT pour sensibiliser à tous ces échanges-là. On a parlé des PSSM aussi, c'est des choses qu'on met en place en collectivité et on vous invite à vous former à ces premiers secours en santé mentale. Mais merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. On vous enverra le lien du replay et le support. Et puis, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour la suite de ces éléments.